Super, super. Donc on avait dit quoi? On avait dit il y a une révolution d'IA. Ça, c'était le cours précédent. La révolution d'IA, c'est des couches de réseaux de neurones. C'est-à-dire que on va partir des données de base. On avait expliqué, vous savez, vous vous rappelez, c'est tout ce que j'avais expliqué sur le texte, sur l'image, etc. Et qu'on refermait en couches de réseaux de neurones et qu'à la fin, on finissait par déduire une notion ou un concept général. On avait expliqué, alors je vais vite parce que ça c'était la séance d'il y a 15 jours, qu'il y avait trois sortes de réseaux de neurones. Il y avait d'abord les réseaux de neurones de base qu'on appelle les couches d'os. Ensuite, on avait montré que les réseaux de neurones avaient besoin d'être en deux dimensions quand ils traitaient des images. Et on avait dit qu'au lieu d'avoir une succession de mots, eh ben, les images, c'était en deux dimensions. Et après, on avait montré qu'il y avait les réseaux récurrents de neurones qui, eux, prenaient en compte un certain contexte. C'était un peu de technique. Je vous avais expliqué la technique pour comprendre la logique. Et surtout, il fallait retenir une chose importante. Ah oui, on avait expliqué aussi comment un texte pouvait devenir un ensemble de coordonnées et grâce à ces coordonnées, on pouvait classer les documents en fonction de leur sens. Idem pour des images, des images devenaient un ensemble de coordonnées. Donc, je vous montrerai peut-être une ou deux vidéos que j'ai trouvées sur YouTube qui étaient très pédagogiques pour vous donner un visuel à peu près de ce que fait un réseau de neurones. Ce que je veux que vous reteniez là-dessus, un, avoir un peu de vocabulaire, faire un effort quand même pour comprendre ces mots-clés. Sur YouTube, il y a plein d'explications très claires. Moi, j'ai essayé d'être le plus clair en classe. Heureusement, cette fois-ci, c'était présentiel. Si j'avais dû vous le faire en visio, ça aurait été impossible. Mais j'ai essayé de vous montrer comment on transformait les données. Vous vous rappelez, hein. Ce que je veux que vous reteniez d'une façon très importante, c'est qu'en fait, la révolution des IA, c'est une révolution du recodage. On a trouvé un moyen de transformer les textes, les images, et donc les vidéos, parce que les vidéos, c'est une succession d'images, en un coordonné de vecteurs, coordonné de paramètres, qui essaient d'expliquer ce qu'il y a dedans. Ça veut dire que on a pris, par exemple, un texte, on a regardé, ben on dit un texte, c'est un type qui a mis des mots les uns derrière les autres dans un certain ordre. Ouais, un ordinateur, ça ne comprend rien de votre texte. Il dit, moi, ce que je peux constater, c'est que sur le dictionnaire qu'on avait des vos mots, hein, imaginons qu'on est en français, sur tous les mots français qui existent, moi, ce que j'observe, c'est que vous avez mis des mots les uns derrière les autres et vous avez fait une longue chaîne. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Et donc, je vais essayer de résumer votre activité de longue chaîne en un espace vectoriel. Ça veut dire, je vais faire un encodage pour que bah, tous ces mots-là forment un bloc, tous ces mots-là forment un bloc, tous ces mots-là forment un bloc, et pour que je puisse réussir à réfléchir. Et donc, je vais transformer vos mots en un vecteur de chiffres, ce qu'on appelle l'embedding. OK, c'est tout ce que je peux dire. Moi, ordinateur, c'est tout ce que je peux dire. Je peux dire que vous avez fabriqué votre texte comme ça. Idem pour les images. Je vais prendre tous les pixels que vous avez mis, et je constate que bah, les pixels, dans un monde en deux dimensions, sont organisés comme ça. Et puis si c'est une vidéo, bah, je mets la troisième dimension temporelle et je crée un monde en trois dimensions. Tout ce que je peux dire, c'est ça. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, avec ces coordonnées de texte ou d'image, bah, on va pouvoir faire plein de choses. On va pouvoir classer des images parce que si des images ou des textes ont le même comportement de mots, c'est quelque part, ils ont le même sens. Mais attention, c'est là le piège et je vais vous expliquer pourquoi c'est important de comprendre ça quand on utilise une IA. Une IA ne comprend pas les textes. Elle dit juste, ce texte, il est fabriqué de la même façon qu'un autre texte. Donc, s'il est fabriqué de la même façon, il doit avoir grosso modo le même sens. Ou bien il va vous dire, ce texte n'a rien à voir avec un autre texte ou il est assez distant. Et donc, elle va créer un espace vectoriel, un espace à plusieurs dimensions, dans lequel elle va placer des textes ou des images, ou des textes et des images, ça devient plus compliqué, et elle va dire, bah, vous voyez, ce bloc de sens, ils sont ensemble, ce bloc de sens, ils sont ensemble, par contre, ces deux-là sont séparés, sont séparés. C'est tout ce qu'il peut vous dire. Ce que ça veut dire, il n'en sait rien. On a rajouté une quatrième chose. Donc, première chose, les textes. Deuxième chose, les images. Troisième chose, les vidéos. On a rajouté une troisième chose, c'est qu'à côté de ce texte, on peut s'attendre à une réponse.
à côté de chaque bloc de texte, on a mis un bloc de texte réponse. Et donc, on a séparé deux blocs de texte. Le bloc de texte prompt, ce qui va devenir maintenant, ce mot qui est devenu très célèbre, le bloc de texte de démarrage. Et on se dit, tiens, c'est marrant, on a regardé, et on a vu que quand il y avait ce bloc de texte, il y avait en général ce bloc de texte. Et je vais essayer de comprendre les règles qui génèrent, c'est pour ça qu'on parle de gène AI, génération AI, on va essayer de comprendre les règles qui génèrent la production de ce texte, c'est-à-dire la mise bout à bout de ces mots quand il y a ce mot. Eh bien, il a fallu beaucoup, beaucoup de travail, il a fallu un énorme ordinateur qui prenait des milliards et des milliards de paramètres dans des multidimensions pour un jour voir émerger un ordinateur qui ne se plantait pas. Quand on lui donnait un bout de texte, il arrivait à deviner un bout de texte crédible, un bout de texte acceptable. Il faut bien comprendre que l'ordinateur ne sait pas ce qu'il vous dit. Voilà ce qu'il va faire, l'ordinateur. Il va vous dire, écoutez, j'ai regardé des milliards et des milliards et des milliards de textes. Et bien, quand il y avait ce bloc de texte, le texte le plus probable qui devrait suivre, celui que je considère le plus probable, en fonction de mon modèle de langage, eh ben, c'est lui. Ben, figurez-vous que quand vous lisez ce texte, eh ben, vous comprenez ce que ça veut dire. C'est normal. C'est tout à fait normal. Parce que lui, qu'est-ce qu'il a observé? Il a observé des humains qui conversaient entre eux. Donc, il a appris que quand quelqu'un lui a donné ce bloc de prompt, voilà comment générer la réponse. Donc, l'IA est ça c'est un mot qu'il faut retenir, l'IA est un perroquet stochastique. Ça, c'est un chercheur américain qui a donné ce nom. L'IA n'est qu'un perroquet, mais un perroquet d'une telle puissance qu'il vous impressionne par ses prouesses. Mais ce sont que des prouesses de répétition. Sauf qu'il sait tout répéter. Il sait imiter tous les gens sur Terre. L'IA ne pense pas. L'IA ne réfléchit pas. L'IA est capable d'imiter n'importe qui. Donc est capable d'imiter un chercheur en biochimie qui a 25 ans d'expérience. Parce qu'il a lu tous les chercheurs en biochimie qui ont 25 ans d'expérience et il se dit, si on lui pose une question de biochimie, il saura répondre ce qu'aurait dit un chercheur qui a 25 ans d'expérience en biochimie. Et si vous lui dites, ben non, réponds-moi comme un enfant de 3 ans, eh ben, il connaît le modèle de réponse d'un enfant de 3 ans et il générera une réponse qui ressemble comme deux gouttes d'eau à une réponse. Évidemment, lui, quand il a appris à répondre comme, il ne sait pas ce qu'il répond. Pensez à un perroquet extraordinaire qui pourrait observer tous les humains sur Terre et qui s'amuserait à les imiter tous. Eh bien, il pourrait vous faire un discours présidentiel sans même comprendre ce qu'il dit. C'est exactement ça, une IA. Alors pour nous, c'est quand même très, 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 très pratique. Parce qu'en fait, ce qu'il dit est très, très intéressant. Et donc, il incarne, il crée un avatar d'un personnage qui nous est très utile. Moi, si j'ai besoin de faire un programme informatique, je vais dire à mon IA, imite un informaticien. Et qu'est-ce que m'aurait répondu un informaticien si je lui avais posé cette question? Et l'IA, comme un perroquet, va se mettre à imiter un informaticien, mais imiter tellement à la perfection que ce qu'il va dire est parfait, tant dans la forme que dans le fond. Ça, vous devez comprendre absolument. Parce qu'en comprenant ça, vous allez commencer à maîtriser les IA. Ça veut dire que vous allez vous dire comment je le pousse à bien comprendre le personnage qu'il doit imiter. Et plus je lui donnerai des informations d'imitation, plus sa réponse me sera pertinente et utile. Si vous pensez que vous parlez à une IA, qu'elle réfléchit et qu'elle va vous trouver des réponses, ben vous allez vous tromper. Et pire, vous allez peut-être générer des fausses réponses qui auront l'air très vraies. Et là, vous tomberez évidemment dans ce qu'on appelle les hallucinations et les fausses réponses. Par contre, si vous savez lui donner un contexte social, un contexte fonctionnel, un contexte organisationnel,
en lui disant, tiens, joue-moi ce personnage à la merveille, à la perfection, eh ben, vous pourrez avoir des réponses, tant dans le fond que dans la forme, très intéressantes. Voilà, ça c'est important. Alors, on avait parlé des différentes étapes, hein. L'IA, ça a été d'abord quelqu'un qui imitait l'écriture d'un texte, puis ils sont mis à émettre l'imitation d'une image, voire maintenant, c'est un peu difficile, c'est pas encore parfait, l'imitation d'une vidéo. Mais avant cela, il a fallu apprendre à comprendre le sens d'une image, le sens d'une vidéo. Ça, c'est le côté encodeur. Et le côté décodeur, ça veut dire le côté génératif, c'est imiter à en faire, imiter à produire. Donc là, le texte, on atteint une perfection qui est assez fascinante. L'image, ça commence aussi à devenir une perfection assez fascinante. La vidéo, c'est pas encore ça. Ça commence à être un peu bluffant, mais c'est un peu difficile. Pareil pour le son. Pour le son, c'est un peu difficile. Ensuite, on a voulu avoir une IA qui soit ultra légère, ultra rapide pour avoir une conversation en direct avec elle, qu'elle puisse avoir du feedback immédiat et qui puisse être embarquée en temps réel. Imaginez un drone, par exemple, hein, qui soit obligé de regarder les images en plein vol et qui soit obligé de réagir et d'avoir une imitation de comportement. Je vais souvent employer ce mot pour que ça rentre. Une imitation de comportement. Hein, dites à un drone de surveiller une zone et de se comporter comme un soldat et de donner les ordres qu'un soldat aurait donnés. Hein, on peut l'entraîner à ça. Et il donnera, par exemple, à son missile l'ordre de tirer parce qu'il aura imité un soldat qui observe une situation. Donc il faut évidemment que ça aille très très vite. Donc on a beaucoup bossé sur le temps réel, et ce qui fait qu'aujourd'hui on voit des assistants, des robots ou notre téléphone qui peuvent nous donner des sensations de quasi temps réel. Bon, ça a été la première génération. Ensuite, la deuxième génération, on va en parler un peu plus aujourd'hui, c'est que pour donner du contexte, pour que l'IA comprenne exactement ce que vous avez besoin, il faut la nourrir. Et donc, il y a plusieurs façons de nourrir. Première compétence, c'est le prompt engineering. C'est-à-dire, il faut apprendre à écrire des instructions à une IA pour qu'elle comprenne précisément dans quel contexte elle est quand elle imite un personnage. Et plus vous lui donnerez une pièce de théâtre précise, plus vous donnerez des intentions précises, un contexte précis, et plus elle arrivera à imiter le personnage adéquat et donc vous fournir la réponse adéquate. On a inventé une technologie qui s'appelle le RAG, Retrieval Augmented Generation, qui vise à aller chercher dans les bases de données. Alors, maintenant, on rentre, j'ai oublié de le préciser, ça, c'est ce que vous connaissez en chat GPT classique. Maintenant, on va rentrer dans ce que les entreprises sont en train de développer. Parce que les entreprises, elles ont besoin de réponses ultra spécifiques, adaptées à leur environnement avec leurs connaissances. Quand vous rentrez dans le monde professionnel, la simple conversation avec ChatGPT, ça ne suffit plus. Les exigences de réponse sont beaucoup plus évoluées et beaucoup plus élevées. Donc, il a fallu développer des technologies qui vont beaucoup plus en avant qu'une simple conversation qui a l'air d'être sympa et intelligente. Et donc, quand on passe du côté professionnel, on rajoute plusieurs couches. D'abord, le RAG. Le RAG, c'est la capacité de votre IA à comprendre votre question, aller chercher dans une base de connaissances. Alors, elle peut être dans des fichiers PDF, dans des fichiers texte, elle peut être dans une base de données client, elle peut être dans plein de bases de connaissances. Imaginez dans une entreprise, hein, on a des bases de données, on a des tickets, on a un site web, on a des échanges de chat, voire même on a les serveurs email, on peut aller fouiller dans les emails de l'entreprise pour rechercher des données. Et tout ça doit être organisé comme une mémoire. Et donc, votre IA, elle doit apprendre, quand vous lui avez posé la question, à se poser elle-même la question d'aller chercher les bonnes informations à l'échelle de l'entreprise pour récupérer le contexte. Et elle va fabriquer elle-même son contexte. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le RAG. On va en parler plus précisément parce que ça, c'est vraiment le game changer. Parce que si, pour chaque question que vous avez posée à votre IA, elle est capable d'aller chercher des informations ultra précises, privées, internes à l'entreprise, et elle peut se mettre dans un contexte d'entreprise,
alors là, les services que peut vous offrir l'IA sont très, 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 très avancés. Elle a vraiment la capacité à devenir un cadre et un chef d'entreprise à l'intérieur de chacune des entreprises. Deuxième étape importante, c'est le raisonnement. En fait, quand vous posez une question, il faut décomposer cette question en plusieurs questions. C'est bien plus compliqué. Et plus vous posez des questions compliquées, plus en fait, à l'intérieur de vos questions, il y a plusieurs questions. Pour pouvoir décomposer votre question en plusieurs questions, il faut comprendre ce qu'est un raisonnement. Et donc, on a entraîné les IA, non pas à vous répondre immédiatement, mais à raisonner. Et c'est ce qu'on appelle les modèles de reasoning. Les modèles de reasoning, c'est dire, OK, donc sa question, elle appartient à telle famille de problèmes. Par exemple, ah tiens, c'est un chercheur en sciences humaines et sociales et il veut analyser un article. Ah, ben dans les articles, il y a plusieurs points importants. D'abord, il y a une problématique, et puis il y a une bibliographie, et puis il y a un état de l'art. Oui, la question précise qu'a posée le chercheur, c'est pas la même chose que va poser comme question un médecin qui vient de regarder, qui vient d'envoyer une radio. Parce que là, le médecin qui vient d'envoyer une radio, il va avoir besoin d'un système de description qui va aller du plus général au plus précis, etc., etc. Et ces raisonnements, il en existe un certain paquet. Et un des enjeux, ça a été d'entraîner l'IA à comprendre dans quel contexte on lui pose un problème, grâce au RAG, grâce aux questions que vous avez posées, et d'aller chercher une méthode de raisonnement qui va lui permettre de se poser plein de questions, de décomposer votre question en plein de questions et de faire plusieurs tours. C'est pour ça que les modèles de reasoning, ils mettent 3 minutes, 5 minutes, 7 minutes. On n'est plus dans l'échange tac au tac. On est dans un raisonnement progressif. Et donc, il va se poser des questions. Et à chaque fois qu'il va ramener une réponse d'une des mini-questions qui s'est posée, eh ben, ça va nourrir son contexte. Et donc, la prochaine question, elle sera plus riche de contexte et donc elle sera plus précise. Et on va même plus loin aujourd'hui. Les reasonings peuvent revenir en arrière et se dire merde, j'ai pris une mauvaise route. C'était pas ça, en fait, les questions. J'annule tout et je recommence. Mais cette fois-ci, en ayant mieux compris la question de mon interlocuteur. Donc ça, c'est hyper important parce que vous imaginez qu'on atteint des niveaux de réflexion très élevés. Je vous montrerai quelques expériences tout à l'heure, si on a un peu de temps. Troisième moment important, c'est que, en fait, on s'est rendu compte que les IA ne servaient pas uniquement d'homme à machine. C'est pas uniquement des machines qui posaient, c'est pas uniquement des humains qui posaient des questions à des machines, mais que ça serait génial que l'IA, elle s'intègre à l'intérieur des machines quand elles discutent entre elles. Et là, c'est encore plus important, c'est ce qu'on appelle la capacité agentique, les agents IA. Ça, c'est la révolution 2025, c'est vraiment ce qui arrive cette année avec le MCP. C'est pousser une IA quand elle répond, non pas répondre à des humains, mais répondre à des machines dans les formats que les machines ont besoin. Et vous savez que je vous ai expliqué plusieurs fois que les machines se parlent entre elles par données. Elles peuvent s'envoyer des CSV, mais surtout, elles peuvent s'envoyer mieux que des CSV, elles peuvent s'envoyer des JSON. Maintenant, tout ça, c'est un jargon, c'est un vocabulaire que vous comprenez. Et donc, ça serait extraordinaire que non seulement une machine puisse vous répondre, mais qu'elle puisse produire des JSON pour d'autres machines. Ce qui fait qu'une machine pourrait interroger une IA avec du JSON en lui envoyant des données très structurées. L'IA pourrait imiter un acteur de l'entreprise et répondre en JSON à une autre machine. Et donc, elles se parleraient entre elles, les machines se parleraient entre elles. Grosse difficulté qu'on avait jusque-là et qui viennent sauter en 2025, vous voyez, on parle de révolutions qui ont lieu là, il y a 4 mois, hein. C'est que jusque-là, une IA, elle avait une certaine liberté, elle avait une certaine variabilité. Et le problème des machines, c'est qu'elles ne supportent pas les variabilités. Si on leur dit qu'elles vont recevoir des données structurées comme ça, il faut qu'elles soient structurées comme ça, ou sinon elles ne seront pas digérées. Et si on lui dit qu'à l'intérieur de cette variable, il y aura un chiffre, il faut que ça soit un chiffre. Si on lui dit qu'il y aura un texte ou une image, il faut que ça soit un texte ou une image. Parce que derrière, la machine, elle va traiter un texte ou une image. Et donc ça, c'était très difficile parce qu'en fait, les IA étaient instables. Eh ben, on a amélioré de mieux en mieux les IA
Et aujourd'hui, on a atteint des IA qui sont très stables et qui, quand elles sont instables, elles peuvent recevoir un message d'erreur de l'autre machine et donc recommencer. Donc, elles savent gérer les erreurs. On va rajouter un dernier truc de révolution, c'est que maintenant, on fait ce qu'on appelle les mixtures of experts, c'est-à-dire qu'on fait des IA qui discutent entre elles. Pourquoi? Parce qu'il existe de plus en plus d'IA spécialisées, d'IA qui sont mieux organisées et mieux entraînées pour faire certaines choses que d'autres. Par exemple, des mathématiques, par exemple, de la programmation informatique, par exemple, du traitement de grands corpus, etc., etc. Par exemple, de la traduction en langue étrangère. Et donc, on va faire un paquet d'IA et elles vont s'organiser entre elles pour répondre à une question. Il y a une IA qui sera une IA maître, qui découvrira qu'elle a besoin d'un calcul mathématique qui utilisera une application mathématique, et puis elle aura besoin de convertir ces données en JSON, donc elle utilisera une autre application pour convertir ces données en JSON, et vice-versa, etc., etc. Elle aura besoin de produire un graphique, par exemple, hein, donc il y aura une IA qui sera plus spécialisée sur la gestion des graphiques, et on va se retrouver avec des systèmes d'IA qui seront capables de discuter entre eux. Voilà, ça c'était. Alors ici, je vous avais mis un tableau qu'il faut actualiser quasiment tous les mois, tellement ça change. J'ai voulu vous montrer ce tableau parce que voilà en gros les grands acteurs des IA aujourd'hui. Alors je ne sais pas pourquoi il y a une petite fenêtre, moi, qui s'est coincée là. Qu'est-ce qu'il me veut? Voilà, c'est bon. Donc évidemment, vous avez entendu parler de GPT, hein, GPT-4o aujourd'hui, c'est le modèle de base. Il y a Claude de la société Anthropique. Alors, en version hyper puissante, c'est Claude Opus. En version petite, c'est Claude Saudet. Et en version ultra rapide, vous voyez, les IA, la plupart du temps, elles ont trois solutions. La version ultra rapide, quand vous demandez des questions très simples, évidentes, hein, quelle est la capitale de la France, quelle est la capitale des États-Unis, et ça vous répond instantanément en une milliseconde. Ça, c'est souvent pour des logiciels mobiles, etc. Vous avez toujours le modèle classique pour l'utilisateur de base et vous avez le modèle qui a besoin d'un calcul de puissance très fort et qui va avoir besoin d'une réflexion très très approfondie qui va gérer énormément d'étapes de réflexion. Google a sorti le sien, pareil, hein, vous verrez la différence entre Pro et Flash, c'est-à-dire entre l'ultra rapide, pas cher, et le gros lourd, capable de répondre à des questions très compliquées. Meta, ça veut dire Facebook, a sorti le sien. Est arrivé les deux gros challengers, c'est-à-dire le challenger chinois DeepSeek et le challenger français qui a aussi son petit ultra rapide et son méga large qui s'appelle Mistral. Donc amusez-vous à aller voir les avancées de chacun, hein, parce que chacun essaie de battre. Et cette concurrence est très saine parce elles nous permettent d'offrir des services de plus en plus rapides et de plus en plus pluriels. D'un autre côté, il y a la possibilité pour les entreprises d'installer des IA open source sur leurs propres ordinateurs. Et ça, c'est une demande très très forte. On demande de plus en plus, la plupart des grosses entreprises, et maintenant les moyennes et les petites aussi, n'ont pas confiance dans le partage de données envers des serveurs qui sont souvent américains. On sait qu'à l'ère de Trump, mais c'était vrai à l'époque de Biden, hein, c'est juste que les gens étaient un peu plus naïfs, tout ce qu'on va confier à un serveur américain finira dans les entreprises américaines. Et donc, il y a des sociétés qui sont très concurrentielles, c'est-à-dire des sociétés qui sont en pointe de leur activité et qui ne se voient pas du tout envoyer des données clients, des données techniques, des données professionnelles à des serveurs américains. Et donc, il y a eu une demande très forte de créer des serveurs open source. Alors au départ, Facebook a été le premier à livrer une IA open source, c'était l'IAMA. Et on n'avait que ça, on avait l'IAMA, quelques IA open source, mais la plupart étaient liés à ChatGPT, à Claude ou à Mistral. Mistral, suivant le mouvement, a commencé à sortir les petits modèles en open source et garder les gros modèles en payant. Alors, le Mistral, pour nous, c'est intéressant parce que les serveurs sont en France. Donc, si on a un souci avec eux, bah, c'est la loi française et la loi européenne qui s'appliquent. Et puis est arrivé les Chinois, qui ont décidé pour des raisons géopolitiques, pour des raisons stratégiques,
de couper l'herbe sous le pied des Américains, de les empêcher de faire beaucoup d'argent avec l'IA et d'avoir le monopole des IA. Et ils ont sorti une IA très très puissante qui s'appelle DeepSeek et ils l'ont offert au monde gratuitement en open source. Ça, c'est la puissance d'un État comme la Chine, hein. C'est que l'argent est public. Ça veut dire que même quand une entreprise privée fait quelque chose, en fait, elle appartient à l'État directement, elle doit obéir à l'État. Et donc, pour des raisons géopolitiques, on a reçu en cadeau DeepSeek, qui est une IA suffisamment aussi puissante que les grosses IA du marché, et en plus, elle est en open source. Donc, il y a possibilité d'installer sur sa bécane. Alors attention, rêvons pas trop. Vos petits ordinateurs ne sont pas capables de faire tourner des IA. Elles peuvent faire tourner des micros-IA, parce que maintenant, il y a même des micros-IA. Tout à l'heure, je vous parlais des petites IA. Il y a des micros-IA, mais vous allez voir que vous allez être très, très vite déçus si vous les faites tourner sur vos ordinateurs. Elles ne seront pas très futées et elles n'arriveront pas à calculer assez rapidement et les réponses seront très longues. Mais par contre, pour les moyennes entreprises et les grosses entreprises aujourd'hui, il y a moyen d'installer des serveurs IA. Hein, la plupart des grosses entreprises sont en train de discuter de ça, hein. Ça va être livré en 2026-2027. Gros, gros avantage d'installer ce serveur IA, c'est qu'on installe ses propres fonctionnalités. C'est-à-dire qu'on peut même développer ses propres fonctionnalités dans les serveurs IA. Donc on n'a pas besoin d'attendre que GPT ait la gentillesse de nous livrer une fonctionnalité, surtout qu'elle a l'habitude d'offrir aux États-Unis la fonctionnalité avant de l'avoir arrivée 7 mois plus tard en France ou en Europe. On peut soi-même innover et on peut soi-même connecter une IA à sa base de données, à ses fichiers métiers, à son mode d'information. On peut même entraîner soi-même son IA à répondre d'une certaine façon. On verra là-dessus. Alors, je vous ai mis aujourd'hui les grosses références, hein. Il faut un serveur d'IA, un serveur capable de faire tourner une IA. Alors, Olama, par exemple, ou bien Lama Index sont des serveurs IA. Et il faut une interface. Donc, il faut un serveur qui héberge l'IA et il faut un chat qui puisse discuter. Et donc, une des références aujourd'hui, c'est OpenWebUI, qui est un chat qui permet vraiment de paramétrer une interface client qui discute avec votre IA personnelle. Encore mieux, vous pouvez même à l'intérieur du chat discuter avec une IA à l'extérieur, type ChatGPT, etc., etc., et discuter avec votre IA. Et là, vous pouvez créer une sorte de famille d'IA, un groupe d'IA qui vont discuter entre eux. Je vous montrerai tout à l'heure une petite démonstration. Donc, on a un système chat local serveur d'IA. Et je vous ai mis ici le lien qui garde à jour la plupart des interfaces. Parce que là, encore une fois, ça vient de sortir en 2024-2025. On est à la pointe de l'innovation. Il faut regarder ça de près. Les choses vont s'installer doucement dans le marché et les références vont s'installer. Alors, si je vous clique ici, vous aurez ici à peu près la plupart des interfaces qui existent sur le marché. Elles sont toutes libres, elles sont toutes gratuites. Et pour discuter justement avec le ministère des Affaires étrangères, où je vais faire une intervention bientôt, eh ben, ils sont déjà en train d'installer, il y a un gros, gros projet d'installer une IA propre aux services, parce que le ministère des Affaires étrangères, c'est plusieurs services particuliers, et chaque service a des besoins particuliers. C'est pas la même chose que d'intervenir dans le développement, dans le renseignement, dans l'appui économique des entreprises, etc., etc. C'est des services qui ont des logiques métiers radicalement différentes, et il va falloir donc, en interne, pour gérer des données confidentielles, bah, vous imaginez un ministère des Affaires étrangères, hein, pour gérer des données ultra sensibles et ultra confidentielles, des IA qui seront entraînées pour le métier. Bah, c'est la même chose pour RTE, pour l'énergie, c'est la même chose pour les grands groupes pharmaceutiques, c'est la même chose pour la plupart. Et évidemment, en fonction de chaque métier, hein, si vous êtes au service de communication, vous n'êtes pas au service commercial, vous n'êtes pas au service de la qualité de production, etc., etc. Donc, c'est ces éléments-là qui sont les enjeux des 5 prochaines années. Vous allez arriver dans un monde dans lequel l'enjeu numéro un, c'est l'intégration de l'IA dans votre métier et dans vos process métiers. Moi, ma génération a connu l'intégration de l'interface. Regardez, je suis en train de vous faire cours en Zoom, hein. Il nous a fallu 20 ans pour que notre métier puisse aujourd'hui être fait sur Zoom, qu'on ait un e-campus, que vous alliez voir des cours vidéo, etc., etc. Ben, il va nous falloir, ça va être plus rapide quand même, il va nous falloir 5-10 ans
pour comprendre aujourd'hui la place que les agents IA occuperont dans nos métiers et comment bien les contrôler. Alors, on va voir trois techniques maintenant dont je vais faire un focus, qui sont très importantes et qui sont pour moi les trois compétences que vous devez développer pour maîtriser les IA. Trois compétences fondamentales que vous devez développer pour maîtriser les IA. Alors, premier degré en tant que simple consommateur d'IA déjà organisé, un peu plus évolué en tant que co-constructeur des IA métiers et des IA locales que vous allez pouvoir installer. Alors, même certains d'entre vous créeront peut-être des entreprises dans lesquelles les serveurs IA joueront un rôle fondamental. Vous voudrez peut-être avoir l'ambition, hein, et vous allez voir que c'est pas si compliqué. Il ne faut pas croire que c'est compliqué. Il y a beaucoup de no-code, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'outils qui vous aident à le faire. Créer une IA pour un business particulier, pour un service particulier. Alors, ça va pour tout le monde. Je vais un peu vite, mais c'est toujours dur, Zoom, d'avoir du feedback. Tout est OK? Super, super, super. Bon, première compétence qu'il faut absolument maîtriser, savoir faire un prompt engineering, ça veut dire savoir faire un bon prompt en retenant l'idée que j'ai en face de moi un super imitateur. Moi, quand je suis méchant, parce que comme j'ai fait Sciences Po, j'ai le droit de le dire, quand je suis méchant, je dis souvent qu'une IA, c'est un étudiant de Sciences Po. C'est-à-dire un mec qui comprend rien, mais qui sait bien la jouer et qui arrive à faire croire qu'il a tout compris. Et bien, une IA, c'est la même chose. Et un bon étudiant de Sciences Po, ben, c'est vachement utile dans des groupes de travail. Et ben, une bonne IA, elle n'a rien compris, mais elle sait tellement bien imiter qu'elle fait avancer le schmilblick. Donc, on va lui apprendre à lui donner des instructions d'imitation. Alors, tous vos prompts doivent avoir la même structure pour qu'une IA comprenne quel personnage elle doit jouer. La première chose, alors avant le contexte, tiens, j'ai oublié de lui mettre ici role system. La première chose, non, attends, oups, pardon. La première chose qu'elle doit faire, c'est imiter un personnage. Attention, role system. Quel personnage imiter? Quand on dit imiter un personnage, ce n'est pas uniquement sur la forme. Quand on dit à une IA d'imiter un personnage, ce n'est pas uniquement sur la forme. Quand vous dites à une IA d'imiter un personnage, elle va essayer de rassembler dans sa mémoire la zone mémoire qui s'est entraînée sur un corpus particulier. Donc elle ne va pas uniquement savoir imiter la forme, elle va savoir imiter le fond et donc les liens entre les éléments du fond, c'est-à-dire elle va savoir imiter la rationalité et la logique. C'est ça qui est bluffant dans une IA, c'est qu'elle prend des mots qui ont été mis bout à bout. Mais pourquoi ces mots ont été mis bout à bout? Ben parce que je parle d'une certaine façon, mais parce que je pense d'une certaine façon, mais parce que j'ai vécu certaines expériences. Quand je suis en train de vous parler de quelque chose, c'est parce que j'ai vécu des expériences, que je les ai rendues intelligibles d'une certaine façon, et qu'ensuite j'ai dû m'exprimer dans un certain contexte social. Donc quand je parle d'imitation, c'est là où c'est bluffant chez une IA, c'est que c'est une imitation de la forme, c'est une imitation de la logique, et c'est une imitation de tout ce que vous avez expérimenté, ce sur quoi vous avez discuté. Donc c'est une expérience globale qui est pensée par une certaine catégorie d'individus. Donc, quand vous vous attendez à une réponse particulière, vous devez vous demander qui serait le personnage le plus parfait pour répondre à votre question. Et donc là, il faut instruire l'IA en lui disant, tu es tel ou tel personnage, et c'est lui qui devrait me parler. Et tout de suite, l'IA, dans son énorme modèle de langage, va aller chercher une zone spécialisée à qui il va donner une préférence, une survalorisation. Ça, c'est très important. Ensuite, dans la tâche que vous allez donner, une fois que vous avez convoqué votre personnage, c'est comme une sorte d'invocation. Vous avez invoqué un personnage. Là, dans l'exemple que je donne, c'est un responsable SEO d'une entreprise connue d'éditeur de jeux vidéo. Oui, c'est pas rien, hein.
je veux que le responsable SEO d'Ubisoft, un grand éditeur de jeux vidéo spécialisé dans... gna, 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 gna. Donc lui, l'IA va chercher les corpus, la pensée, la logique, la façon d'écrire, etc., etc., etc. OK. Ensuite, je vais lui donner le contexte de la tâche que je vais lui demander. Pour pouvoir me répondre, tu dois savoir des choses. Et je vais te demander d'aller chercher ces connaissances, parce qu'elles sont en toi. Mais si elles ne sont pas en toi, si je doute qu'elles soient en toi, moi-même, je vais t'apporter des connaissances. Et toi, par imitation, quand je vais t'apporter des connaissances, tu vas aller convoquer les connaissances que tu connais, qui ressemblent à ces connaissances. Et donc, tu vas mieux comprendre la logique dans laquelle je suis. Et c'est là que dans les RAG, et tout à l'heure je parlerai des RAG, c'est là que dans les RAG, on va aller chercher les connaissances de l'entreprise. Je te demande de répondre à tel client. Mais attends, je vais te donner les mails que j'ai discuté, que j'ai échangé avec ce client. Je vais te donner tous les produits que ce client a achetés. Il appartient peut-être à un profil comportemental que nous analysons en marketing. Donc, je vais te donner le contenu du profil comportemental. Et je vais te demander de te comporter comme un responsable commercial qui doit faire une proposition de ristourne. Donc, vous voyez, je vais nourrir le contexte. Je vais d'abord te donner un rôle et ensuite, je vais nourrir le contexte. Ensuite, quand tout ça est établi, je vais te demander un objectif précis. Je vais te demander un rendu précis. Je vais te dire ce que doit faire ta réponse. Quel est l'objectif de ta réponse? À quoi va servir ta réponse? Et pour être sûr que tu vas me répondre parfaitement, je vais te donner des exemples de réponses si le format compte. Si c'est du langage naturel, je vais passer cette étape. Par contre, s'il y a un format particulier, si je m'attends à une organisation textuelle particulière, ben, je vais te donner un exemple de ce format. Et enfin, avant que tu me répondes, je vais te demander, je vais t'imposer des contraintes. Je vais te demander de vérifier ton information. Je vais te demander de vérifier si ton information te paraît logique. Je vais te demander si tu annonces des chiffres, de me donner avec quelle certitude tu as que ces chiffres sont probables, etc., etc. Je vais te demander de te contrôler toi-même, de te surveiller toi-même, de te gouverner toi-même et de t'obliger à faire attention à ce que tu dis. Et si tu prends des risques, de me prévenir que tu prends des risques. Eh bien, si vous respectez tous ces éléments-là, vous tirerez une réponse qui est au maximum de la capacité d'une IA. Et donc, très très souvent, une réponse qui est extrêmement qualitative, notamment si vous l'avez nourrie de beaucoup de données. Donc, vous voyez, c'est important, je vous donne un exemple ici. Euh, En tant que responsable SEO d'Ubisoft, grand éditeur de jeux. Voilà, ça c'est le personnage. Tu dois écrire des textes de lancement du jeu vidéo Assassin's Creed 7 dans... Objectif. Tu réécriras le texte suivant que je vais te donner en l'optimisant pour le dictionnaire de requêtes que je t'ai mis en pièce jointe. Donc précis. Tu chercheras à adapter la taille du texte, son style, sa structuration pour les 18-45 ans. Ce texte fera la taille d'un billet de blog, ça c'est le format de sortie. Voilà quelques exemples de réécriture réussie. Je vais chercher 2 ou 3 articles qu'on a déjà écrits et je lui mets dedans. Alors attention, hein, un prompt, ça peut faire 1 million de mots. Je vous montrerai tout à l'heure, je fais des prompts qui ont 350 000 mots. Mais pas moi, évidemment, hein. Vous imaginez que ce n'est pas moi qui vais écrire ce prompt. C'est que maintenant, on a des machines qui vont aller chercher des données et qui vont les organiser. Donc, très très vite, on peut avoir une IA qui a une connaissance extraordinaire, qui a lu, avant de vous répondre, en moins de 3 secondes, qui a lu 4-5 livres de 350 pages, avant de pouvoir vous répondre. Donc, vous imaginez que les IA qui arrivent, aujourd'hui Gemini, c'est 2 millions de mots, et ils annoncent bientôt 10 millions de mots à chaque prompt. Donc, c'est des connaissances infinies, hein. Ça dépasse aujourd'hui ce que n'importe quelle entreprise a comme base de données de connaissances. Poum, j'ai oublié. Ça paraît clair pour tout le monde? Et je vais vous montrer des exemples précis, hein. Donc ça, vous le photographiez, vous le gardez à vie. Ça va devenir quasiment une seconde nature. Et voir, beaucoup de gens maintenant commencent à préparer leur prompt. C'est-à-dire beaucoup de gens dans leur entreprise, comme ils demandent souvent les mêmes choses
des tâches, ils attribuent des tâches, hein, ils ont un collaborateur. Le jour où vous aurez un stagiaire, quand vous serez salarié, eh ben, le collaborateur, vous devrez vous demander quelle tâche vous allez lui assigner pendant sa période d'essai, pendant son stage, etc., etc. Eh ben, au même titre, aujourd'hui, vous aurez des IA et vous aurez des prompts. Et à chaque fois que vous interpellerez l'IA, vous aurez des prompts tout prêts qui lui rappellent pour tel projet, pour tel client, ben, vous aurez un prompt qui est un peu spécialisé et qui rappelle le contexte, qui rappelle les instructions, qui rappelle les objectifs. Vous aurez même des blocs de prompts dont vous pouvez faire des copier-coller qui vous permettront d'aller plus vite. Il y a même une interface qui a préparé ça. Et aujourd'hui, les nouvelles interfaces qui sortent, elles vous permettent de faire des banques de prompts. Ça veut dire que vous allez faire des prompts types, ça va faire des blocs, et vous ferez des insérés prompts. Et en fait, vous aurez sur votre droite une série de prompts et vous mettrez tel contexte, telle instruction, telle information, et ça rentrera tout de suite les blocs de prompts, et après, vous rentrerez votre question spécifique. Et c'est ça qu'il faut exiger aujourd'hui, hein, parce que sinon, il faut le faire soi-même pour l'instant. Alors, deuxième importance, est-ce que je vais jusqu'à ce niveau de précision? Oui, on dit plusieurs choses dans le contexte. Vous partez du plus général au plus particulier par rapport à votre objectif. Vous n'hésitez pas à essayer de montrer la diversité des opinions possibles. Si vous voulez aider votre IA à réfléchir, vous pouvez lui dire qu'il y a trois hypothèses, quatre scénarios possibles. Sachez-le, vous donnez un cas pratique, l'IA vous obéit, se concentre et a une attitude particulière. Vous dites, j'ai pas encore choisi, en fait, il y a quatre pistes, et ben, l'IA jouera les quatre personnages avant de vous répondre. Vous pouvez même dire, c'est un responsable commercial qui discute avec un responsable SEO et qui doivent se donner comme objectif des mots-clés, etc., etc. Donne-moi les 20 mots-clés. Et ben, vous pouvez même émettre un débat en contexte, donner le fait qu'il y a une discussion entre plusieurs personnages. Ah, élément important pour les modèles raisonnants vont essayer de trouver leur propre logique. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de trouver les questions qui doivent se poser à l'intérieur de votre question. Ben, pourquoi pas faire ce travail vous-même? Est-ce que vous ne pouvez pas prendre un peu de temps et dire qu'en fait, votre raisonnement, il est basé sur 5 étapes de raisonnement? Que la première question entraîne la deuxième question, entraîne la troisième question. Et donc faire une démarche pas à pas en expliquant à l'IA comment le premier pas doit avoir une conséquence sur le deuxième pas, doit avoir une conséquence sur le troisième pas. Vous verrez tout à l'heure, moi maintenant, mais quand je fais chercher une bibliographie, désormais, je fais tourner tous les articles que j'ai repérés dans une IA et il me fait un petit résumé en obéissant pas à pas à une étape qu'un chercheur ferait quand il doit évaluer si un article correspond à son centre d'intérêt ou pas. Donc vous voyez, c'est une logique qui est propre à mon métier. Dans mon métier chercheur, je sais que je vais d'abord chercher qui sont les individus, à quelle institution ils sont rattachés, quels sont les articles qu'ils ont déjà écrits sur le sujet. Ensuite, je vais regarder quel est l'objectif et la motivation de l'article. Ensuite, je vais regarder quelles sont les données de terrain qui ont été enregistrées. C'est ça qui va faire que je considère qu'un article est de bonne qualité ou pas, ou qu'il a un rapport avec ma recherche ou pas. Et bien, cette logique, je l'ai écrite dans un document. Et désormais, quand je donne un article scientifique, un raisonnement, à une IA de raisonnement, je lui copie-colle mon prompt en lui montrant qu'il y a une logique de raisonnement. Et comme ça, il obéit. C'est pas à lui de décider la logique de raisonnement, même si la sienne est bonne souvent. Je veux, moi, une logique de raisonnement particulière. Et oui, ça on en a parlé, divergence contrôlée, hein, lui dire, voilà, s'il y a plusieurs scénarios, s'il y a plusieurs hypothèses, fais apparaître toutes les hypothèses ou pas, ou choisis l'hypothèse la plus importante. Donne-moi la probabilité de plausibilité de vérifier, d'informations vérifiées. Est-ce que tu as des connaissances précises? Est-ce que tu peux t'engager sur ce savoir? Ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à la contrainte. N'hésitez pas à lui demander de douter de lui-même, de se poser de questions ou de vous dire à quel point cette information est recoupée par plusieurs sources ou pas. Et le few shot learning, voilà, c'est donner 2 à 5
exemples de réussite. Si vous donnez 2 à 5 exemples de réussite, là, vous atteignez des niveaux extraordinaires. Vous passez de quasiment 80% de pertinence, ce qui est énorme, hein. On est à la base, on est à quelque part entre 70% et 75% de pertinence. Si vous donnez 2 à 5 exemples, vous passez à 90 à 95% de pertinence. S'il sait exactement, vous lui dites, en fait, au lieu de lui dire, je vous donne un prompt, c'est à toi de répondre, vous lui dites, je vous donne un prompt, voilà une réponse idéale, donc je te fais 90% du travail, en fait, c'est ça la réponse idéale que j'aimerais avoir. Fais-moi une réponse idéale au vu de la question que je t'ai posée. Et là, vous lui faites gagner 90% de son travail de production. Et donc, la qualité, toute son énergie, elle va être réduite à améliorer les 10 derniers pourcents. Alors, si vous en faites 2, c'est encore plus puissant. Si vous en faites 5, alors là, c'est carrément une performance qui tend vers les 95-99%. Et la format de sortie, voilà, aujourd'hui, on a deux formats de sortie majeurs. On a le texte, hein, évidemment, ça c'est le format de sortie d'origine. Aujourd'hui, on peut lui demander de faire du JSON. Alors, c'est très solide désormais. L'année dernière, c'était encore instable. Aujourd'hui, c'est très solide. Donc, si vous travaillez avec une application particulière qui a besoin d'importer en JSON ou en XML, par exemple, eh ben, c'est possible. Alors, il y a des gens qui font des choses extraordinaires. Par exemple, il y a des applications pour faire des diagrammes. La plupart des applications en ligne pour faire des diagrammes, alors une IA ne sait pas faire des diagrammes, hein. Alors, on ne l'a pas entraîné pour faire des diagrammes. Il y a très peu d'IA qui savent faire des diagrammes. Pourtant, vous allez voir maintenant sur le marché qu'il y a des IA qui font des diagrammes. En fait, ils utilisent une petite astuce. Ils ont un logiciel qui fait des diagrammes. Ce logiciel, il peut exporter ou importer un diagramme en format JSON ou en format XML. Donc, l'IA, on va lui dire, tu vois, il y a ce logiciel qui fait des diagrammes. Si on lui donnait un JSON construit comme ça, il pourrait en faire un diagramme. Tiens, regarde les JSON qu'attend telle application et fais-moi un diagramme qui a tel ou tel facteur. Eh bien, il va vous sortir le JSON, vous n'aurez plus qu'à l'importer dans le logiciel diagramme. Alors maintenant, il y a des applications qui le font en back-office, c'est-à-dire que vous faites une requête, ils vont d'abord demander à l'IA de produire le JSON, ils vont mettre le JSON, ils vont mettre dans un autre IA qui va vérifier que le JSON n'a pas de faute, et le deuxième IA va le mettre dans l'application de diagramme. Donc on vous dit, ah, aujourd'hui je fais une IA qui fait des diagrammes, c'est pas vrai. En fait, j'ai une IA qui fait un JSON, j'ai une deuxième IA qui vérifie que le JSON respecte bien le JSON qu'attend le logiciel diagramme, et le logiciel diagramme, lui, il importe le JSON et fait le diagramme. Et bien, pour toutes les applications du monde, vous pourrez mettre une IA derrière. N'importe quelle application que vous utilisez, vous pourrez mettre une IA derrière qui produira un JSON. Ça vous paraît clair là-dessus? Et évidemment, tout ce que j'ai dit avant est vrai. Ça veut dire que même si une IA a pour objectif de faire un JSON qui parle à une autre IA, si vous lui mettez un contexte, si vous mettez des exemples, si vous lui dites qu'il doit réagir comme tel ou tel personnage, évidemment, le JSON sera produit de la même façon. Alors, je vais vous donner un petit exemple pour respirer un peu. Je ne vais pas passer à la deuxième partie tout de suite. On va aller prendre nos différents chats. On va prendre ChatGPT, on va prendre Gemini, on va prendre Claude. J'aime beaucoup Claude. Et on va prendre une application qui est très intéressante, qui s'appelle Perplexity, qui en fait n'est pas une IA, mais une interface graphique qui parle à plusieurs IA. Donc rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, le top, c'est de pouvoir faire discuter plusieurs IA en même temps. Alors elle ne sait pas le faire en même temps, mais elle sait le faire d'une façon séquentielle. Ça veut dire, elle fait travailler une première IA, puis elle refait travailler une deuxième IA, etc., etc. Alors, vous voyez ici, dans ChatGPT, vous allez déjà avoir plusieurs modèles. Donc, les ChatGPT de base, dont la toute dernière, là, qui est un peu puissante. Et puis après, les hauts, c'est les ChatGPT de raisonnement, ceux qui réfléchissent. Vous avez le O1, qui est aujourd'hui un des plus stables, et vous avez les 3 O3 qui devaient sortir, mais ils ont sorti que la version mini.
ils sont très en retard là. OpenAI va pas très bien et parce que la concurrence, elle frappe très 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 fort. Donc vous voyez, prenons le O1 par exemple, et moi j'ai un prompt. Je vais vous montrer un prompt. Voilà, prompt GPT papier. Ça, c'est le genre de document qu'on a où on voit un rôle, on voit une instruction, et là, en plus, là, sur le format de sortie, j'en ai mis une couche, mais vous imaginez même pas. Tout ça, c'est un prompt, hein. Tout ça, hein, on parle de 4 pages de prompt. Comprenez bien que je ne peux pas le réécrire à chaque fois. Mais en gros, c'est toutes les questions que se pose un chercheur quand il lit un article. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va prendre un article quelconque. Je vais prendre un de mes articles, justement, laquelle Cormeret. Il est où laquelle Cormeret? Le voilà. Un article que j'ai écrit récemment avec Franck Cormeret, 2023. Je prends le prompt. Alors là, il y a deux phénomènes. Ça fait une transition par rapport. Je prends mon prompt total. Je le mets là. Et en fait, ici, j'ai une petite variable contextuelle. Cet article parle des intellectuels et des réseaux sociaux. Donc, je précise intellectuels et réseaux sociaux. On pourrait mettre plein de variables différentes. Et regardez, vous allez voir que... Alors, on va faire apparaître le raisonnement. Vous voyez, on n'est plus dans le prompt instantané maintenant. Alors, en plus, il y a du RAG. Pourquoi il y a du RAG? Parce que je lui ai donné une connaissance. Je lui ai donné une mémoire particulière, l'article en lui-même, qui va être inséré à l'intérieur de ce prompt. En ajoutant un PDF, il a décomposé le PDF en texte et ce texte va être inséré à l'intérieur du prompt comme contexte du prompt. Et en plus, je lui ai donné une chaîne de pensée, une logique, et vous voyez, j'ai mis des dièses avec des 1 dièse, 2 dièse pour lui donner une priorité. Alors ça, évidemment, il nous aurait fallu un TD entier pour apprendre à écrire, et vous allez voir qu'il va respecter exactement. Je lui ai demandé, regardez ici en première partie, je lui ai demandé ici de me donner des trucs sur les auteurs, informations sur les auteurs, leur domaine d'expertise et recherche. Et regardez, eh ben, il m'a trouvé Université Bordeaux-Montaigne, il a rappelé le MICA, ce que c'est, machin. Ça va lui donner, lui, un contexte. Alors encore, il n'a pas réfléchi beaucoup, je trouve, hein, parce que des fois, voilà, introduction, je rassemble les informations, organiser les informations, la table des auteurs, références tirées des extraits. Il a été hyper rapide, ça lui a paru très simple en fait. Motivation de l'article, problématique, hypothèse de recherche, plan de l'article annoncé, c'est moi qui lui ai demandé. Grand 1, état de l'art, c'est exactement ce que je lui ai demandé. Et à l'intérieur, il y a évidemment tout ce que je lui ai demandé, les concepts, le machin, etc., etc. Ça, c'est la façon de penser. Rappelez-vous, je vous avais appris Ah non, vous n'avez pas fait avec moi la première année. Le lien entre deux concepts, les auteurs clés. Voilà, ça, c'est les théories sur lesquelles s'appuie l'article. Les concepts clés, les relations entre les concepts. Voilà, voilà une logique pure. Bon, vous avez compris la logique. Là, on a tout. On a le rôle, on a l'instruction générale, on a la chaîne de pensée, toutes les étapes et le rendu. Et on a en plus le RAG, c'est-à-dire l'information. Et là, vous avez un prompt d'une efficacité redoutable. Et ce prompt-là, vous pouvez le faire tourner dans une machine et lire 450 articles en 10 minutes et reprendre et le faire passer dans une autre machine qui va reprendre ces sorties-là et qui va en faire une synthèse qui passera dans une autre machine qui écrira un article scientifique. Et aujourd'hui, vous pouvez faire un chercheur en sciences humaines et sociales quasiment automatique.
J'exagère un petit peu, mais quasiment, dans pas longtemps. Alors maintenant, on va passer à la deuxième étape, qui est le RAG. Deuxième enjeu important. L'enjeu d'aller explorer des informations et d'être connecté avec les informations. Là, on rentre un peu plus dans la technique, mais il va falloir comprendre un peu cette technique parce qu'on ne va pas faire de la programmation, mais il faut savoir de quoi on parle. Ça, c'est important parce que c'est vous qui allez paramétrer dans vos logiciels ces éléments-là. Comment va fonctionner la mémoire d'une IA? En fait, l'IA a besoin de blocs de texte. Et avec ces blocs de texte et ces images, elle va former une empreinte. Rappelez-vous, hein, le fameux embedding. Ça veut dire une sorte de coordonnées vectorielles dans sa mémoire qui lui donne la connaissance qu'il doit mobiliser. Quand j'ai donné mon article, qu'a fait l'IA? Elle l'a découpé en blocs de texte. En plus, elle est très forte parce qu'elle a découpé mot par mot, puis phrase par phrase, puis paragraphe par paragraphe. Et ensuite, elle a mis une empreinte de sens paragraphe par paragraphe, ce qu'on appelle des chunks. Et elle a vu, exemple, si je lui avais donné 10 articles, elle aurait pu comprendre que le paragraphe numéro 3 du premier article et le paragraphe numéro 11 du quatrième article sont très proches et forment un même chunk, un même bloc de connaissances. Et elle est capable, comme ça avec le RAG, de découper une grosse base de connaissances en blocs, d'avoir la signature signifiante de ces blocs, de les re-ranger les uns avec les autres et de former une sorte de méga article par grand bloc de sens. Et au regard de votre question, d'éliminer la plupart des blocs et de garder que ceux qui l'intéressent. Donc c'est un peu balèze. Ben pour faire ce travail, il faut une architecture derrière qu'on appelle une architecture RAG. Et vous allez voir, ça va avoir plusieurs conséquences dans la puissance d'une IA. D'abord, il faut une base de données. Alors bon, ça je viens de vous le dire, hein, l'IA, quand elle est connectée à un RAG, c'est quelque chose qui lui est extérieur, un RAG. Hein. L'IA, elle est là et elle accède à un RAG. Le RAG lui-même est un intermédiaire qui accède à de la connaissance, des fichiers PDF, un Google Drive, une base de données client. Donc c'est un intermédiaire. Vous devez bien comprendre dans l'architecture que ça se passe au milieu. Il y a votre IA, à côté il y a l'interface qui vous aide à discuter avec l'IA, et l'IA elle-même va discuter avec un RAG. Et ce RAG lui-même, c'est un serveur, va discuter avec toutes les sources de connaissances auxquelles il est connecté, ramener ces sources de connaissances, faire tout ce pataquès, trier et renvoyer à l'IA un contexte pertinent. Voilà l'architecture qu'il vous faut. Et vous allez voir, on va regarder avec Gemini comment ça marche. Donc, il faut une base de données vectorielle, la base RAG, qui va être capable de faire la moulinette pour décomposer les différentes sources de données en blocs numériques vectoriels, ce qu'on appelle les embeddings. Donc, il doit être capable de découper tous les documents en blocs, ces blocs les transformer en une signature que l'on appelle embedding. Pourquoi pas embarquer des métaparamètres? Par exemple, si dans votre base de données, on a le numéro de téléphone du client, on a son nom, son prénom, on a son adresse. Ça s'appelle des métaparamètres. Mais que les chunks sont l'ensemble des produits qu'il a achetés, eh ben on peut ramener tous les produits qu'il a achetés, plus mettre les métaparamètres du fait que c'est un homme, qu'il a plus de 45 ans, etc., etc. Ça aide à comprendre. Évidemment, avec tout ça, on va faire un unbending, un bloc. Et puis tous les chunks, comme je vous l'ai dit, on va les ranger. On va les classer, on va les ranger. Alors, ce qui est fort avec les nouveaux RAG, c'est qu'ils sont capables de faire ça avec des images, ils sont capables de faire ça avec des diagrammes, ils sont quand même capables de faire ça avec des textes, et ils s'en foutent, parce qu'à la fin, tout devient un unbending. Tout devient des signatures vectorielles et tout est rassemblé en grands blocs. Et le top du top, c'est qu'ils sont capables de le faire en temps réel dans les serveurs actuellement. Alors, pour les très grandes entreprises, c'est très important. C'est des entreprises qui ont 100 000 clients. La base de données, elle est renouvelée toutes les minutes, hein, toutes les secondes même. Alors, il existe aujourd'hui un ensemble, je vous les ai donnés pour une question de culture. Il existe des serveurs RAG, des serveurs de base de données. La plus célèbre aujourd'hui pour l'open source, c'est Supabase,
ici. L'autre plus célèbre, c'est Pinecone. Je l'ai mis en gros dans l'ordre des plus célèbres. Mais aujourd'hui, tout ça, c'est sorti 2024. Il n'y a personne qui est sorti du lot. Elles se battent toutes pour faire partie des trois dernières. Il va falloir attendre une bonne année encore. Moi, je crois que Pinecone, Supabase et puis Quadrant vont être les trois vainqueurs, mais c'est mon pifomètre, quoi. Pourquoi? Parce que bah, la plupart des gros agents, acteurs du marché sont en train d'utiliser ces trois-là. Donc ensuite, il y a tout un système de requêtage. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, ça me paraît un peu requêté, mais ça a permis de donner quoi? Ça a permis de donner aujourd'hui ce qu'on appelle le deep search. Le deep search, on le voit ici, on le voit chez Chat, mais pour l'instant, il est très bridé, et on le voit chez Perplexity. Le deep search, c'est la capacité à aller chercher dans beaucoup, beaucoup de données. Et quelle est la première source de connaissances, je vous le rappelle? C'est le web, en fait. Et donc aujourd'hui, le deep search, on vous offre des solutions comme dans Gemini, d'aller chercher sur le web des centaines d'articles. Par exemple, fais-moi un résumé complet de la recherche d'Amar Laquelle. Ça, il ne le sait pas. Il est peut-être tombé sur un ou deux articles à moi, mais je ne suis pas assez célèbre, je ne suis pas une assez grande personnalité pour que l'IA soit entraînée sur mes connaissances. Donc, a priori, il devrait à peine savoir que je suis prof à Bordeaux-Montaigne. De là à avoir lu tous mes articles, ça m'étonnerait. J'en ai une vingtaine, donc je ne pense pas qu'elles ont fait partie de sa base de connaissances. J'ai fait le test d'ailleurs et j'en fais pas partie. Donc, mais ces articles sont disponibles sur le web aujourd'hui. Et je pourrais très très bien lui donner en pièce jointe, etc. Et donc, si je fais ça et que je fais l'option Deep Search, regardez, il va avoir un premier temps, et là vous avez l'architecture complète, hein. Premier temps. Alors évidemment, j'ai fait le très mauvais prompt, hein. Là, normalement, je devrais donner un contexte. Il faut pas, qui peut le plus, peut le moins, mais faut pas bazarder ce qu'on a appris avant. Donc faites d'abord un prompt engineering, un vrai prompt complet avec les logiques. Lui-même va apporter un moment de raisonnement. Il va vous dire, regardez, je vais décomposer le travail en 8 étapes. À ce niveau-là, vous pouvez modifier son raisonnement. C'est important. Ne gaspillez pas votre énergie, votre temps. Vérifiez que vous êtes d'accord avec lui et modifiez le raisonnement. Une fois que vous avez modifié le raisonnement, et voire même quand vous serez un professionnel, vous aurez un raisonnement tout prêt pour ce cas d'école. Si, si je prends l'habitude d'aller étudier un collègue chercheur, ben, il se peut que j'ai toujours la même démarche. Donc il se peut que je fasse modifier le plan et que je fasse un copier-coller d'un plan qui préexiste. Et là, je lance la recherche. Et là, vous allez voir le côté extraordinaire. On va passer à autre chose, on y reviendra tout à l'heure, parce qu'il va aller chercher quasiment 300 articles. 300, tout ce qu'il va trouver sur un marlaquel, il va aller le chercher. Eh bien, imaginez que dans les applications de demain, et surtout les applications internes, il n'ira pas chercher uniquement sur le web, il ira chercher sur toutes les bases de connaissances qui sont accessibles dans l'entreprise, sur tous les Google Drive, sur tous les disques durs, voire même des disques durs d'archives, et qui fera le travail que vous êtes en train de voir ici, qui va être un véritable travail de recherche. Regardez, au premier tour, il a déjà trouvé 55 sites web, mais vous inquiétez pas, il va lire les 55 articles, là à l'instant, et il va remettre en cause sa réflexion. Regardez, il est en train de remettre en cause sa réflexion. Il est en train de réorganiser les sujets. Il a découvert, par exemple, qu'à une époque, j'avais travaillé sur la gouvernance Internet. Donc, il va relancer une recherche sur la gouvernance d'Internet. Il va trouver qu'à une époque, j'ai créé un projet qui s'appelait My Web Intelligence. Il va refaire une recherche, vous voyez. Il remet en cause sa réflexion. Vous allez voir que dans pas longtemps, il va relancer ses articles. Ne bougez pas. Et évidemment, je lui ai donné un prompt vraiment pourri, hein. J'aurais jamais dû faire un prompt aussi bateau. Alors ça nous engage dans quoi? On reviendra tout à l'heure, on va voir ce qu'il a fait, hein. Ça nous engage justement dans cette capacité à aller chercher. Non, je suis en cours. Donc dans cette capacité à aller chercher des informations, à les classer, à les découper en morceaux, à en garder certains aspects. Et là, on l'a vu, à
re-rentrer dans le raisonnement, se reposer des questions au vu des nouvelles connaissances et repartir à la recherche d'informations. Et là, dernière, ça vous paraît clair dans l'ensemble? Je ne vais pas trop vite. J'essaie de donner des cas précis. Super. Vous voyez, regardez, regardez. Il était, bon, je ne suis pas une star mondiale, donc 55, il avait déjà quasiment épuisé, surtout que moi j'ai beaucoup de sites, enfin j'ai beaucoup de comptes, donc il a très vite trouvé les informations pertinentes. Bon, il a quand même été en rechercher 5 autres. Il s'est reposé, ah non, il a arrêté en rechercher ici d'autres. Il a trouvé mes vidéos YouTube, etc. La dernière, regardez, celle-là, elle date d'avant-hier. D'hier, pardon. Je l'ai mis en ligne hier, c'était celle de votre cours. Donc, vous voyez la fraîcheur. Imaginez que normalement, votre IA, elle a des connecteurs pour aller dans votre base de données client direct ou dans toutes les études de cas que vous avez fait, dans tous les projets clients que vous avez rendus, dans tous les articles que vous avez écrits pour vos clients, etc., etc. Là, vous voyez, le problème, c'est que je ne lui ai pas donné de format de sortie, je ne lui ai pas donné, je lui ai pas donné un plan à rédiger, j'aurais dû faire tout ça pour vraiment le contraindre, et il aurait obéi, hein. Parce que là, au moment de la rédaction, il va être libre d'écrire ce qu'il veut, donc ça va être à côté de la plaque. Si je lui ai demandé un format de sortie précis, il aurait été obligé pendant sa réflexion de savoir qu'il y a un moment, il lui faut des informations pour la partie 1.2, 1.3, 1.4, 1.5. Allez, attaquons le fine-tuning. Et si ça ne suffit pas, enfin, je ne sais pas comment, hein. Imaginons que bah, tout ça fait que vous êtes dans un métier tellement particulier, tellement unique, vous travaillez pour une entreprise tellement particulière que les rendus qu'ont besoin vos collaborateurs dans votre entreprise, je ne sais pas, vous travaillez dans une industrie pharmaceutique, vous êtes travaillez pour euh, un laboratoire de recherche agronomique, et ça ne marche pas. Ce que dit l'IA, les rendus ne sont pas utiles. On va vous expliquer que nous, ce qu'on rend, c'est des profils de protéines et que ce qu'on voudrait, c'était des schémas de protéines respectant la norme ISO S325, norme nécessaire pour notre logiciel d'analyse spectrométrique. Je peux vous raconter n'importe quoi comme ça pendant des heures. Voilà, le problème, c'est que ça, l'IA, elle est trop générale. Alors, vous allez vouloir créer une IA spécialisée. Et ça tombe bien, en fait, vous allez rentrer dans la dernière étape de l'innovation des IA, ce qu'on appelle le fine-tuning, c'est-à-dire la création de sa propre IA, non pas en termes de connaissances, il ne s'agit pas de lui donner une bonne instruction, il ne s'agit pas de lui donner de la connaissance, il ne s'agit pas de lui donner de la mémoire, il s'agit de changer l'IA, de lui apprendre à imiter des personnages dont elle n'a jamais entendu parler. Oui, il existe dans certaines entreprises, dans certaines organisations, des logiques métiers, des personnages qui ne sont pas publics, qui sont ultra spécialisés, qui sont ultra adaptés. Je vous donne un exemple très précis. Vous êtes un cabinet d'avocats et vous avez vos propres techniques de plaidoirie, vous avez vos propres techniques de logique argumentaire, vous avez vos propres techniques de prospection d'informations juridiques. Les très bons cabinets d'avocats, ils ont leurs recettes, ils ont leurs astuces, ils ont leurs sources de données particulières. Alors, la source de données particulière, on va aller chercher ça avec le RAG, je dis une bêtise. Mais ils ont une façon de rédiger, une façon de réfléchir et une façon de penser particulièrement avec des techniques argumentaires particulières. Et ça, le cabinet d'avocats, il n'a pas l'intention de vous le filer, il n'a pas l'intention de le partager avec vous. Mais ce qu'il adorerait, c'est d'avoir une IA qui produit les arguments tels qu'on les produit dans ce cabinet, avec la logique telle qu'on la produit, avec les exemples tels qu'on les produit. Et là, on rentre dans ce qu'on appelle le fine-tuning, ça veut dire la spécialisation d'une IA. Rentrons là-dedans. En fait, c'est quoi le principe? Vous allez prendre une IA générale. Rappelez-vous, une IA générale, elle sait imiter beaucoup de personnages. Alors, reprenons mon exemple de cabinet ultra spécialisé. Je veux que mon IA, elle plaide comme mon cabinet, voire même qu'elle plaide comme Maître Vergès. Je veux prendre toutes les plaidoiries de Maître Vergès et je veux que mon IA plaide avec la même stratégie, la même intelligence, la même logique que Maître Vergès. Eh ben, ça va être très simple. Je vais prendre une IA très puissante
généraliste. Il faut que cette IA m'autorise à l'éduquer, à lui apprendre des choses. Et donc, on va faire des modèles de questions-réponses. Je vais te donner, alors attention, quand je dis question, ça peut être une question de 2000 mots, ça veut dire une question de 800 pages. Je vais te donner un cas avec toutes les pièces du dossier. Je vais te donner les entretiens que j'ai eus avec mon client. Je vais te donner les preuves et les rapports de police que j'ai reçus. Tout ça, c'est confidentiel et top secret. Donc, mon client, les pièces qu'on a eues au dossier, les pièces de la partie adverse, on se retrouve avec 900 pages, 800 pages. Et ben, je vais tout te donner. Et à la fin, je vais te donner aussi, je vais vérifier que tu as bien le code pénal, code de procédure civile, code de machin, etc. Je vais te donner les articles qui ont été utilisés. Et à la fin, je vais te donner la plaidoirie de Maître Vergès. Imaginons que j'ai ces données, hein, que je sois le cabinet de Maître Vergès. L'IA va prendre toutes ces données d'entrée et va s'entraîner à trouver la logique qui fait qu'il y a eu cette plaidoirie de Maître Vergès. Rappelez-vous, là-dedans, il va apprendre la forme, il va apprendre le traitement des données, c'est-à-dire l'expérience, et il va apprendre la logique de raisonnement. En fait, pour lui, ce n'est pas des logiques, c'est des règles mathématiques qui font que le mot A entraîne le mot B. Mais il va se développer dans la personnalité de Maître Vergès. Ayant absorbé toutes ces informations, voilà comment je vais raisonner, voilà comment je vais produire un texte, qui est une plaidoirie. Et donc, l'IA générale va commencer à développer un personnage surspécialisé. Et ce personnage surspécialisé va prendre un poids important, voire même prioritaire sur tous les personnages qu'elle doit donner. Alors, petit bémol, plus vous spécialisez une IA, moins elle va savoir jouer d'autres personnages. C'est pour ça que quand vous engagez un fine-tuning dans une IA, vous la surspécialisez et elle est de moins en moins bonne sur les questions générales. Parce que justement, c'est l'ordre que vous lui avez donné. Vous avez ce qu'on dit ajuster ses points internes. C'est-à-dire quand elle doit jouer un personnage, eh ben, systématiquement, elle jouera Maître Vergès. Si vous l'avez entraîné à faire ça. Et donc, du coup, eh ben, vous aurez un maître. Si vous dites à cette IA, imite-moi un garçon de 5 ans, vous aurez Maître Vergès en train d'imiter un garçon de 5 ans, ce qui sonnera faux. Alors que jusque-là, elle savait très très bien imiter un garçon de 5 ans. Donc c'est important de savoir que quand on fine-tune vers un personnage particulier, et plus on veut que ce personnage soit puissant, bien organisé, plus on perdra les autres personnages. Et on ne peut pas surentraîner une IA avec des personnages qui n'ont rien à voir. Je ne peux pas, avec la même IA, la surentraîner à devenir Maître Vergès, puis surentraîner à devenir un blogueur YouTube, puis pas le même. Là, ça va faire une sorte de un YouTuber qui ferait semblant d'imiter Maître Vergès, etc., etc. Vous comprenez la logique, hein. Si vous essayez de la surspécialiser dans des personnages qui n'ont rien à voir avec l'autre, elle va trouver un poids moyen qui va être une sorte de monstruosité qui n'aura plus aucun sens. Et ce qui est fantastique, c'est qu'avec 500 à 1000 prompts, réponses, prompts et réponses, vous surspécialisez une IA. Alors attention, c'est des IA très particulières. Est-ce que ça a été clair? Oui, hein, dans l'ensemble, tout le monde. Vous êtes encore avec moi, les enfants, hein? Il n'y a plus que 25 personnes, mais super. Alors, je vais vous montrer un exemple typique, hein. Alors, ça, c'est hyper. Faut imaginer que les prompts, ils font à peu près 5 à 6 pages, hein. Vous allez avoir un fichier JSON qui s'appelle en fait JSON-L, JSON-Line, où sur une même ligne, vous allez dire voilà le personnage que vous jouez, voilà ce que on aurait rentré comme prompt. Alors là, je vous ai mis une ligne, mais imaginez que normalement le prompt il fasse 3 pages, voire 15 pages, voire 250 pages. Et voilà ce que l'IA aurait dû répondre. Et là, pareil, ça peut être
1000 mots, 10 000 mots. Alors, on peut pas répondre, on peut pas générer des milliers de pages. On peut générer en général jusqu'à 12 000 mots, ce qui est pas mal, hein. 12 000 mots, ça en fait un paquet de pages. Et on peut absorber beaucoup d'informations, mais générer, c'est plus dur pour l'instant. Et donc, évidemment, c'est pas vous à la main qui allez écrire les 1000 prompts. Il y a un informaticien qui va prendre des bases de connaissances, qui va les créer en prompt, et qui va prendre les réponses, et qui va les créer en prompt, et ça va faire un énorme fichier JSON. Et ça va être envoyé à une IA. Et l'IA va s'entraîner. Alors aujourd'hui, si vous êtes bidouilleur, vous pouvez le faire, hein. Vous allez entraîner une IA. OK, vous allez lancer l'IA, elle va fonctionner. Elle va vous répondre un truc. Vous n'êtes pas super satisfait de la réponse. Vous allez garder la réponse de côté. Vous allez travailler avec elle jusqu'à ce que vous dites non, regarde, non, je veux pas que tu mettes ça, je veux pas que tu mettes ça. Et puis au bout d'un moment, vous allez avoir une réponse qui correspond exactement à ce que vous vouliez. Donc l'IA s'est trompée, on est bien d'accord. L'IA que vous venez de surentraîner, hein. L'IA que vous venez de surentraîner, elle fait encore des erreurs. Il y a des ajustements à faire. Vous prenez sa première réponse naturelle, celle qui lui est venue la première fois, vous la faites modifier, et au bout d'un moment, voire même vous corrigez vous-même, hein, et vous finissez par avoir la réponse idéale. Et bien, il y a un deuxième tour qui s'appelle le Direct Preference Optimization. Ça, ça, c'est l'étape supervised où vous allez entraîner l'IA. Où vous allez dire, voilà, on t'avait posé ça comme prompt. Alors, vous êtes obligé de reprendre la totalité du prompt, hein, le truc qui faisait 40 pages. Encore une fois, ce n'est pas vous qui le faites, hein, c'est un informaticien qui l'entraîne, mais c'est à vous de lui donner les connaissances. En fait, vous remplissez des tableaux Excel, vous voyez, avec le prompt, avec les machins, avec les fichiers PDF associés, etc. Et lui, il va mouliner une machine. Et vous lui dites, tu m'avais répondu la chosen. Non, tu m'avais répondu la mauvaise. Ah merde. Que j'ai rejetée. La voilà, celle que tu m'avais répondu. Et moi, à la fin, j'ai choisi celle-là. Tu vois, il y a un écart entre ce que tu m'as dit et ce que moi, je voulais, vraiment. Toi, il y a que j'ai surentraîné pour ressembler à Maître Vergès. Et cet écart-là, je voudrais maintenant que tu l'apprennes pour améliorer le personnage de Maître Vergès et que tu ne te trompes plus. Et au bout de pareil, 500 ou 1000 corrections. Là, c'est pas de l'apprentissage. Ici, en supervisé, on était dans l'apprentissage. On lui apprenait un personnage. Maintenant, on est dans la correction. C'est comme si moi, je vous donnais cours, que vous faisiez une première présentation, que je vous donnais des corrections, que 500 élèves passent devant vous. Vous observez les 500 élèves. À chaque fois, vous m'entendez ce que j'aime et ce que j'aime pas. Et qu'ensuite, vous ayez le droit de passer. Eh ben, il y a eu la partie apprentissage et après, il y a la partie correction. Et cette correction-là, en général, quand vous avez fini ça, vous avez une IA ultra, ultra spécialisée qui ne se trompe quasi jamais. Alors là, je vous ai dit, toutes les sociétés qui ont, qui vous offrent d'ores et déjà aujourd'hui, hein, la possibilité de spécialiser une IA, ça, c'est les versions payantes, les plus simples. Quand vous n'êtes pas très au fait, vous pouvez démarrer des expériences avec les versions payantes. Et puis ça, c'est pour les geeks, ceux qui ont vraiment des grandes capacités. Ça, c'est les versions open source, gratuites, que vous pouvez faire vous-même. Ça, c'est payant, évidemment, parce que vous allez spécialiser une IA, mais après, vous êtes dépendant. C'est-à-dire que l'IA, elle est hébergée par ChatGPT. Donc, vous allez devoir payer à chaque fois que vous demandez. Mais si vous êtes un cabinet d'avocats, vous n'hésiterez pas à payer, croyez-moi, parce que vu la qualité de l'IA, vous n'hésiterez pas à payer. Par contre, si vous êtes une grosse, grosse société, ben voilà ce que vous allez faire. Vous allez entraîner des cas. Évidemment, ça ne se fera pas sans les logiques métiers, parce que l'informaticien, il ne peut rien. C'est à vous de lui préparer les sets de données et les informations, à la fois d'apprentissage et ensuite de correction. Donc, il va y avoir tout un travail, et là, je vous parle dans 3 4 ans, hein, ça va arriver dans les entreprises dans 3 4 ans, où chaque service devra préparer ses sets de données pour surentraîner son IA. Alors, je vous montre vite fait, hein, c'est hyper simple. Quand vous allez sur la partie plateforme, vous voyez, ici, c'est tout simple, hein. On va aller dans OpenAI. Alors, OpenAI, c'est ce qui est fait de ChatGPT. Vous allez dans la partie développeur, plateforme AI. Et là, vous allez avoir un onglet qui s'appelle Fine Tuning.
ici. Ici, je pourrais créer des bases. Alors ça, c'est des bases RAG. Vous voyez, Amar laquelle ici, hop, ça c'est le RAG, Amar laquelle, je lui ai mis tous ces articles et il a créé une base de données RAG de 406 MB. Et désormais, mes IA, elles peuvent aller interroger la base de données Amar laquelle à chaque fois que je lui pose une question. Et bien en fine-tuning, c'est la même chose. Je vais choisir d'abord soit l'apprentissage, soit la correction, en fonction du fichier que j'ai. Je vais choisir le modèle ChatGPT. Alors, ils ne sont pas tous disponibles parce qu'ils n'ont pas tous la capacité à apprendre. Ça coûte très cher d'ouvrir un modèle. Donc, on va prendre le dernier, c'est ChatGPT 4o. Vous voyez, le O1 et O3 ne sont pas encore ouverts. Ils vont peut-être sortir, mais ils ne sont pas encore ouverts. Là, on va y mettre un fichier d'entraînement, puisque là, on est dans l'apprentissage. Donc, un fichier d'apprentissage, comme je vous ai montré. On va lui donner un petit nom, genre Maître Vergès. C'est comme ça qu'on l'appellera. Alors là, bon, c'est un numéro d'identifiant. Ici, il y a trois paramètres. Ça, c'est le nombre de morceaux qui s'entraînent par tour. Bon, ça, je ne peux pas rentrer trop dans les détails, mais je vous l'explique dans le cours, mais je vous ai mis aussi des vidéos. Et je lance la création. Et donc, il va prendre GPT-4o. Il va prendre les prompts que vous avez donnés. Système, prompt, réponse. Il va s'entraîner et apparaîtra ensuite ici, quand je m'amuserai dans le playground, par exemple. Ici, là, je pourrais faire un prompt. Apparaîtra ici mon IA à moi. Pas celle-là, ça c'est les IA par défaut que ChatGPT. Alors moi, j'en ai jamais fait. J'en avais fait une dans l'ancienne version, mais ils ont tout écrasé, tout supprimé. Je dois la refaire. Est-ce qu'elle apparaît encore? On devrait la voir. Ah si. Ah non. Ah non, c'est pas elle. Mon IA à moi, qui imite Maître Vergès, sera là, et je pourrai très très bien lui ajouter des fichiers, faire du RAG, parce que Maître Vergès, j'insiste, vous ne devez pas confondre le fine-tuning et le RAG. Maître Vergès, c'est un nouveau personnage, mais il pourra très bien aller chercher des fichiers PDF dans ma base de cas pratiques, dans ma base d'articles. Parce qu'il se peut qu'il y ait un article de loi qui est sorti la semaine dernière que Maître Vergès n'a jamais vu, puisque Maître Vergès est mort il y a il y a une décennie. Eh bien, Maître Vergès, je pourrais lui demander d'aller lire le dernier article de loi qui est sorti la semaine dernière. Mais de le lire comme Maître Vergès et de l'interpréter comme Maître Vergès. Je ne sais pas si je suis clair. Ce qui n'est pas la même chose que de lui donner les connaissances. Je dis ça parce que je m'étais trompé au départ. J'avais créé des philosophes et des sociologues en nourrissant une IA des articles et des livres de ces sociologues. Et en fait, j'essayais de les faire parler comme ces sociologues, mais ils ne parlaient pas du tout comme les sociologues. Oui, Mimine, c'est mon chat. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais là, je suis enregistré, je ne peux pas te parler, le chat. Et donc, non, l'IA générale avait appris les articles de ces sociologues et me parlait comme une IA qui avait lu les sociologues. Par contre, si je veux que ces sociologues me parlent, alors je devrais imiter des questions et des réponses. Par exemple, je prendrai des paragraphes de ces sociologues, je ferai semblant de leur avoir posé une question, mais je mettrai les paragraphes de cette question comme si j'avais un dialogue avec ces sociologues. Et là, je ferai un fine-tuning et là, je créerai une IA qui parle comme tel ou tel sociologue. Je créerai le personnage de cette IA. Et ce tel sociologue pourrait se mettre à lire un autre sociologue et l'interpréter comme il l'aurait interprété. Voilà. J'essaie de résumer par métaphore des concepts informatiques un peu complexes. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas l'informatique, c'est les scénarios d'usage que nous allons développer en informatique, dans les départements professionnels, notamment dans les départements de communication. Parce qu'on va être quand même, vous imaginez que transformer une IA comme un personnage, nous qui allons faire de la stratégie de com, ça veut dire qu'allons donner à nos clients des personas, qu'allons donner à nos clients des identités d'entreprise, des identités de marque, bah, faire parler au regard de tout ce qu'a produit l'entreprise comme un personnage
au regard de certaines connaissances et créer par exemple des chatbots ultra spécialisés, personnalisés, selon l'identité de la marque, selon l'identité de l'entreprise, ça crée des perspectives professionnelles assez stupéfiantes. Voilà, donc là, je vous montre, voilà, je vous explique un peu les paramètres, mais bon, ça c'est de la tambouille. Je vous l'ai mis dans le cours pour ceux qui veulent s'amuser. Voilà. Et on va, pour finir, aller voir ce que... Ça, c'est un ego trip, hein. Regardez, 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 regardez. Voilà, attendez. Ici, comment c'est la recherche? Combien de sources? Moi, ce que je veux savoir, c'est combien de sources. Donc voilà, regardez, sources lues mais non utilisées, qu'il a éliminées lui-même, alors que c'est bien des sources à moi, et les sources qu'il a gardées. Alors, je ne lui ai même pas donné de modèle, mais regardez, toutes ces informations sont d'une précision. Il y a toute ma vie de professionnel. Je regarde vite fait. J'en suis à chaque fois tous mes collaborateurs, tous les articles que j'ai écrits. Voilà, l'article avec Françoise. Voilà, tout y est. Alors que je ne lui ai même pas donné de chaîne de raisonnement, je l'ai laissé faire tout seul. Si je lui avais donné en plus une chaîne de raisonnement, ça aurait été extraordinaire. On est bon?